Maya Bemba travaillait depuis 15 ans comme serveuse dans le prestigieux restaurant Le Cygne Blanc, situé dans un quartier chic d'une grande ville européenne. Le restaurant était un temple du luxe, ses murs ornés de tableaux modernes et ses lustres en cristal, suspendus au plafond comme des étoiles figées dans le temps. Les nappes en lin blanc étaient impeccablement repassées, les verres en cristal scintillaient sous la lumière douce des chandeliers, et les couverts en argent brillaient dans l'éclat des bougies. Maya connaissait chaque centimètre de cette salle, chaque pas qu'elle devait faire pour ne pas heurter un client trop absorbé dans sa conversation ou un serveur trop pressé. Elle se mouvait dans cette salle comme une ombre discrète, ses gestes mesurés et ses pas silencieux, presque furtifs. Invisible et efficace. Elle était le moteur silencieux du restaurant, s'assurant que tout soit parfait, sans jamais attirer l'attention sur elle. Mais, malgré sa maîtrise des règles tacites du lieu, elle restait une étrangère dans cet univers où le luxe et l'arrogance se côtoyaient avec une aisance déconcertante. Les clients, souriant avec une condescendance inouïe, la traitaient comme un simple instrument à leur service, un instrument qu'ils utilisaient sans jamais prendre la peine de voir ou d'apprécier son humanité. Maya, femme noire d'une quarantaine d'années, mère célibataire, portait toujours son uniforme avec une dignité tranquille. Elle lissait ses cheveux chaque matin, mais sans jamais les plier aux exigences d'un monde qui cherchait à les rendre conformes. Elle s'habillait de simplicité, ses vêtements impeccables mais modestes. Elle ne parlait jamais plus que nécessaire, et pourtant, dans ses silences, il y avait une force discrète, un monde entier qu'elle choisissait de cacher aux autres. Elle était là pour son travail, mais surtout, elle était là pour Aïda. Aïda était la lumière de sa vie, l'unique raison qui la poussait à supporter les humiliations quotidiennes de ce restaurant. Le regard glacial de Monsieur Leclerc, le directeur, était pour elle une réalité qu'elle n'osait défier. Il savait exactement comment couper l'herbe sous le pied des autres, et sa cible préférée était Maya. Dès son arrivée, Monsieur Leclerc, avec ses cheveux gris plaqués en arrière et son regard perçant, n'avait jamais perdu une occasion de souligner qu'il n'avait pas de place pour des personnes comme elle dans son établissement. Un jour, en plein service, alors que Maya passait entre les tables avec un plateau de champagne, il l'avait interpellée d'un ton acide, sa voix porteuse d'une ironie mordante. « Une chance que vous sachiez tenir un plateau, Maya. Les carrières sont rares pour votre profil. » Un ricanement avait suivi, accompagné des rires étouffés de quelques clients qui avaient déjà fait de cet instant une petite distraction. Maya, cependant, n'avait pas réagi. Elle n'avait pas le droit de réagir. Son cœur s'était serré, mais elle n'avait pas scié. Elle ne se permettait jamais d'être en colère. Chaque humiliation devenait une raison de persévérer, un poids à ajouter à la pile des sacrifices qu'elle faisait pour Aïda. Leclerc, lui, ne voyait que l'apparence, celle qui lui permettait de maintenir son statut, son pouvoir, sa position dominante. Il considérait Maya comme une élémentaire servante, indispensable dans son rôle, mais sans aucune dignité. Pour lui, l'idée même que Maya puisse avoir un monde intérieur, un univers, une vie au-delà de ce restaurant, lui semblait absurde. Il n'avait pas Dieu pour ça. Aïda, de son côté, vivait dans un monde parallèle. À 17 ans, elle n'était pas comme les autres filles de son âge. Elle n'avait pas de distraction, pas de sorties entre amis, pas de réseaux sociaux. Sa vie se résumait à sa musique. Depuis l'âge de 8 ans, elle jouait du violon, une passion qui avait grandi en elle comme un feu sacré. C'était son refuge, son exutoire. Dans les échos des cordes, elle se sentait libre, hors de portée de l'injustice du monde. Chaque note était une partie de son âme, une part de ce qu'elle ne pouvait dire à voix haute, une réponse silencieuse à la violence invisible que subissait sa mère chaque jour. Maya, bien qu'épuisée, faisait tout pour nourrir ce talent. Elle avait économisé chaque centime de ses pourboires, souvent en sacrifiant ses besoins pour offrir à sa fille des cours de violon, des instruments, des partitions, des stages. Parfois, après une longue journée de travail au Cygne Blanc, elle lavait les escaliers de l'hôtel où elle vivait pour gagner quelques sous de plus afin de payer les frais de scolarité de l'école de musique. Pour Maya, chaque note d'Aïda jouée était un rêve qu'elle ne pourrait jamais atteindre elle-même, mais qu'elle donnerait toute sa vie pour voir éclore dans sa fille. Mais Aïda n'était pas aveugle. Elle voyait les traces de l'humiliation laissées sur le visage de sa mère chaque soir, les silences lourds, les moments où Maya rentrait tard et se contentait de sourire, mais un sourire qu'Aïda connaissait trop bien. Ce sourire-là, c'était celui de la résignation. Elle savait que Maya portait un fardeau invisible. Un soir, après une longue journée de service, Maya était rentrée, les yeux fatigués, les bras pleins de coupes et de verres à laver. Aïda, alors qu'elle s'assoyait près de sa mère, l'avait regardée sans dire un mot, mais ses yeux parlaient.
Elle avait fait une promesse silencieuse, une promesse qu'un jour, elle rendrait à sa mère la dignité et l'admiration que cette dernière n'avait jamais reçues. Le 25 juin, le restaurant était en effervescence. Le gala annuel du Cygne Blanc était l'événement de l'année, un rassemblement des élites locales et internationales. Politiciens, journalistes, mécènes, critiques culinaires, tous étaient invités. Le menu d'exception était prêt, et tout semblait parfait. Mais à 2 heures du début de l'événement, le quatuor classique qui devait jouer la musique annulait son passage, une urgence de dernière minute. Leclerc paniqua. Il ne pouvait pas permettre un faux pas dans un événement aussi prestigieux. Il écumait, se précipitant d'un côté à l'autre de la salle. Les musiciens étaient irremplaçables, et l'idée de remplacer la musique classique par autre chose le dégoûtait. C'est alors que, depuis la cuisine, Maya entendit la panique. Elle savait ce que ça signifiait. Elle avait vu des clients affolés, des chefs chuchotants, des serveurs nerveux. Elle ressentit ce tourbillon de frustration qui se déversait sur elle. Elle hésita. Puis, courageusement, elle s'approcha du directeur. « Monsieur Leclerc, ma fille joue du violon. Elle pourrait peut-être. » Leclerc, d'un regard méprisant, la coupa net. « Votre fille? Une serveuse et sa petite violoniste? Pourquoi pas votre chat pendant qu'on y est ?» Maya, choquée, s'était repliée dans un silence que Leclerc, pourtant, ne remarqua même pas. Mais la chef de cuisine, qui connaissait le talent d'Aïda grâce aux quelques histoires que Maya lui avait racontées, s'interposa. « Elle est incroyable. Donnez-lui une chance. Vous n'avez personne d'autre, non ?» Sous la pression des événements, et contre toute logique, Leclerc céda. Mais dans son regard, il n'y avait qu'un mépris glacé, un mépris qu'il réservait à ceux qu'il jugeait indignes. Pourtant, il ne savait pas que ce qui allait suivre allait bousculer son monde à jamais. À 20h30 précise, Aïda entra dans la grande salle du Cygne Blanc, un peu comme une apparition inattendue, une présence presque irréelle dans cet univers de luxe et de prestige. Elle portait une robe simple, noire et élégante, qui contrastait avec l'opulence des costumes et des tenues de soirée des invités. Ses cheveux, soigneusement tressés, encadraient son visage calme et déterminé. Les convives, assis à leur table, échangèrent des regards intrigués, chuchotant à voix basse. Une jeune fille seule, sans orchestre, avec un violon? L'audace de la situation ne leur échappait pas. Elle s'installa sur une chaise en bois, tout en simplicité. Le contraste avec la mise en scène du gala était frappant. Le restaurant, baigné dans une lumière tamisée, semblait soudain figé autour d'elle. Le regard de chaque personne était braqué sur elle, à la fois intrigué et perplexe. Un silence presque tangible se fit alors que Aïda leva lentement l'archet et le posa délicatement sur les cordes. Le monde sembla retenir son souffle. Les premières notes s'échappèrent du violon, cristallines, profondes, vibrantes d'émotion. La musique, d'abord timide, prit de l'ampleur, enroulant la salle d'une intensité rare. Le temps lui-même paraissait suspendu, comme si chaque son faisait basculer l'atmosphère, transcendait l'espace. Elle joua une pièce classique d'une telle maîtrise qu'on pouvait sentir chaque vibration de son âme dans chaque corde qu'elle effleurait. Puis, sans même une hésitation, elle enchaîna avec sa propre composition. La transition était fluide, comme un passage d'un monde à l'autre, du connu à l'inconnu. Sa pièce, d'une beauté poignante, racontait une histoire. Une histoire d'exil, de lutte, de sacrifice, d'humiliation et de dignité. Elle parlait de Maya, sa mère, de sa résilience silencieuse, de son travail dans l'ombre, de la lumière qu'elle espérait pour sa fille. Leurs regards se croisèrent brièvement, et l'émotion de Maya, malgré son masque de calme, fut palpable. Elle, qui avait tant donné pour sa fille, qui avait sacrifié tant de choses dans l'espoir que ce moment arrive, ressentait cette musique comme une rédemption. Elle ressentait chaque note, chaque vibration comme un cri silencieux qu'elle avait porté toute sa vie. Les invités étaient figés. Certains pleuraient en silence, d'autres restaient figés dans une stupéfaction totale, comme si la musique avait fait tomber un voile sur leurs yeux. Pour la première fois depuis longtemps, ils entendaient quelque chose de vrai, quelque chose qui venait du plus profond d'une âme. Le monde s'effaçait autour d'eux, et il n'y avait plus que la musique, plus que ce violon qui résonnait dans l'immensité de la salle. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence immense s'abattit sur la salle. Il n'y avait plus de mots, plus de gestes, plus de souffle. Le temps semblait s'être arrêté. Puis, comme une libération, une explosion d'applaudissements déchira l'air, un tonnerre de bravos,
de claps. Les invités se levèrent tous en même temps, comme sous l'effet d'une force invisible, une reconnaissance sincère pour ce qu'ils venaient de vivre. Ils applaudirent Aïda non seulement pour son talent, mais aussi pour la puissance de ce qu'elle avait incarné à travers sa musique. Mais Aïda ne se laissa pas emporter par l'euphorie du moment. Elle saisit le micro, sa voix calme, ferme, portée par une détermination nouvelle. Elle s'adressa à la salle, mais d'abord, elle se tourna vers Monsieur Leclerc, toujours figé à sa table, rouge de confusion. « Merci », commença-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. « Ce que vous avez entendu ce soir, ce ne sont pas seulement des notes. C'est l'histoire de ma mère, Maya Bemba, que vous voyez ici, en uniforme. Elle a travaillé ici, dans l'ombre, depuis 15 ans. Elle vous a servi avec une grâce discrète, sans jamais recevoir le respect qu'elle méritait. » Les murmures cessèrent, les têtes se tournèrent vers Maya, qui était restée dans l'ombre, comme toujours, mais maintenant sa silhouette semblait plus grande, plus imposante, comme si la musique d'Aïda l'avait sublimée, la rendant plus visible que jamais. Elle était là, en pleine lumière, mais personne ne l'avait vraiment vue avant. Aïda continua, les mots s'échappant de ses lèvres avec une douceur poignante mais inébranlable. Elle vous a servi avec dignité, avec amour, mais vous, Monsieur Leclerc, vous l'avez rabaissée, vous l'avez humiliée, vous l'avez ignorée. Vous ne l'avez jamais vue, jamais entendue. Mais aujourd'hui, c'est elle qui m'a porté jusque-là. Et vous, vous avez été sourd à tout ce qu'elle était. Peut-être qu'il fallait un violon pour que vous écoutiez enfin. Le silence retomba. Un silence lourd, presque oppressant. Aucun son ne filtrait, même les applaudissements qui avaient éclaté juste avant semblaient désormais lointains, comme si l'air lui-même était suspendu par les mots d'Aïda. Puis, lentement, mais avec une force indéniable, le tonnerre des applaudissements reprit. Cette fois, il était encore plus fort, plus franc, plus sincère. Les invités se levaient encore, mais leurs applaudissements étaient plus que des signes de politesse. C'était un hommage véritable, un acte de reconnaissance envers la dignité de Maya et de sa fille. Leclerc, quant à lui, restait figé. Son visage était blême, son regard perdu. Il avait perdu toute son assurance, tout son pouvoir apparent. Il ne savait plus où se cacher. C'était lui, le dirigeant, celui qui pensait avoir tout sous contrôle, qui venait de se faire humilier publiquement. Mais dans cette humiliation, c'était lui qui avait finalement été vu pour ce qu'il était. Et Aïda, elle venait de faire d'une note, d'un simple geste, une révolution silencieuse. Le lendemain matin, la scène qui avait bouleversé la soirée précédente se propageait à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Quelqu'un, parmi les invités du gala, avait eu la présence d'esprit de filmer le moment où Aïda, après sa performance magistrale, avait adressé ces mots poignants à Monsieur Leclerc. La vidéo, brute et sans filtre, capturait l'intensité de l'émotion et la puissance de la vérité qui venait d'être révélée. Le titre de la publication était aussi percutant que la scène elle-même. La fille d'une serveuse bouleverse une salle de gala avec son violon et révèle une vérité cachée. Le soir même, la vidéo devenait virale. Des millions de vues, des centaines de partages. Les commentaires affluaient de toutes parts, des messages de soutien, des témoignages d'admiration pour Aïda et pour sa mère, des dénonciations des injustices sociales et raciales, des appels à un respect plus profond pour ceux qui travaillent dans l'ombre. Les gens se retrouvaient dans l'histoire de Maya, une femme qui avait été invisible pendant des années, réduite à son rôle de serveuse dans un restaurant de luxe. Maintenant, grâce à sa fille, elle devenait un symbole de dignité et de résilience. Les médias se sont rapidement emparés de l'histoire. Des journaux prestigieux, des émissions de télévision, des blogs et des magazines, tous voulaient interviewer Aïda. La jeune violoniste, devenue du jour au lendemain une star inattendue, était désormais sous les projecteurs. Des invitations à des concerts, des offres de bourses pour perfectionner ses études, des propositions pour participer à des festivals internationaux de musique affluaient. Elle devenait un phénomène. Mais, au-delà de la gloire, Aïda restait fidèle à elle-même, calme et modeste. Elle n'avait pas cherché la célébrité, mais juste la vérité. Et aujourd'hui, ce n'était plus la gloire qu'elle recherchait, mais un moyen de rendre hommage à sa mère, à la femme qui avait sacrifié tant pour lui permettre de vivre son rêve. Dans les interviews, Aïda parlait de sa mère avec une dévotion tranquille, un amour profond qui transparaissait dans chacune de ses paroles. Et à chaque occasion, elle n'oubliait jamais de lui rendre hommage, de souligner que tout ce qu'elle était devenue était grâce à elle. Un jour, lors d'un entretien en direct,
Alors qu'on lui demandait comment elle vivait cette soudaine célébrité, Aïda avait répondu simplement mais avec force. « Tu m'as tout donné. Maintenant, c'est à moi de te rendre la lumière. » Ces mots résonnaient comme une promesse. Une promesse de ne jamais oublier d'où elle venait, de ne jamais oublier l'immensité des sacrifices que Maya avait fait pour elle, pour lui offrir une chance. Et tout le monde, face à cette déclaration, sentit l'intensité de cet engagement, cette détermination à honorer sa mère par chaque performance, chaque geste, chaque note jouée. De son côté, M. Leclerc, sous la pression médiatique et les critiques internes, n'eut d'autre choix que de démissionner. La honte de sa défaite publique, l'humiliation d'avoir été exposé comme un homme sans cœur, dénué d'empathie, était devenue trop lourde à porter. Mais au-delà de sa démission, c'était la pression de ses pairs et des employés du restaurant qui l'avait fait craquer. Les murmures dans les coulisses, les remarques acerbes de ceux qui l'avaient craint pendant des années, les critiques sévères des médias, avaient fini par l'atteindre. Il s'était cru invincible dans sa position de pouvoir, mais il avait sous-estimé la force de la vérité et la puissance de la dignité humaine. Quant à Maya, elle restait au Cygne Blanc. Mais pas en tant que serveuse. Après le scandale, la direction du restaurant, dans un geste de réparation et de reconnaissance tacite, lui proposa un poste de responsable de salle. C'était un poste de grande responsabilité, où elle superviserait une équipe de serveurs, gérerait les événements et serait impliquée dans la gestion quotidienne du restaurant. Ce poste, une ascension significative dans la hiérarchie du restaurant, était un signe de reconnaissance pour son travail acharné, et surtout, un acte de réparation pour les humiliations qu'elle avait subies pendant des années. Maya accepta l'offre sans hésiter, mais avec une sérénité nouvelle. Elle n'avait pas besoin de briller pour se sentir valorisée. Elle avait trouvé sa place, non pas par la reconnaissance des autres, mais par la reconnaissance de son propre mérite et de sa dignité. La tête haute, elle faisait face à son avenir avec une confiance renouvelée. 1 an plus tard, Aïda, qui avait poursuivi son ascension musicale avec une intensité rare, donnait son premier concert en soliste dans une grande salle nationale. Les billets étaient vendus depuis des mois, la presse était présente en masse. Les critiques étaient élogieuses, et sa prestation fut saluée comme l'émergence d'un nouveau talent exceptionnel. Mais dans cette salle bondée, un regard en particulier retenait son attention, celui de sa mère, assise au premier rang, son visage marqué par l'émotion, le cœur débordant de fierté. Le concert d'Aïda fut une performance magistrale. Chaque mouvement de son archet semblait raconter une histoire, chaque note vibrait de l'émotion qu'elle portait en elle. Et lorsqu'elle leva les yeux vers sa mère à la fin de son concert, il y eut une connexion silencieuse mais profonde entre elles. Aïda avait non seulement rendu hommage à sa mère en jouant, mais elle l'avait aussi élevée, lui offrant la reconnaissance qu'elle avait toujours méritée. Les projecteurs qui éclairaient Aïda ne faisaient pas que briller sur elle. Ils révélaient aussi la lumière de Maya, la lumière d'une femme qui, malgré les années d'invisibilité et d'humiliation, avait su rester debout, garder sa dignité, et finalement, être vue. Il n'y a rien de plus puissant que celui ou celle qui, après avoir été écrasé, se relève avec une grâce et une force inébranlables. Ce soir-là, dans cette grande salle, Aïda ne jouait pas seulement pour elle. Elle jouait pour sa mère, pour tout ce qu'elle avait donné, pour tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. Et tout le monde, dans l'assistance, savait qu'ils étaient témoins de quelque chose de plus grand qu'un simple concert. Il assistait à la rédemption de Maya Bemba et à la naissance d'une étoile, mais aussi à la lumière que seul l'amour et la dignité peuvent véritablement révéler.